Bassirou va créer son propre parti politique au Sénégal, mes amis, on sait déjà le nom. Ça s'appellera souverainiste, virgule, mais pas trop. Ah oui, ça... Scandale au Sénégal, une loi, deux versions. Le président Bassirou Diomaye Faye bloque tout. Le Parlement dérape. C'est du jamais vu dans l'histoire politique du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye vient de mettre un coup d'arrêt brutal au processus législatif. La raison, c'est un séisme. Après le vote de la loi modifiant le code électoral par les députés le 28 avril dernier. Si vous n'êtes pas content, monsieur le député, vous venez ici et vous prenez la parole. dégg nga gouvernement mënul ñëw fii ñu koy wax dëgg ministre yi ñëw fii ñu leen di wax dëgg DG yi di ñëw fii ñu wax dëgg ñu ne bu ñuy waxtaanee mbiru assemblée nationale du ñu waxante dëgg fii dañuy waxante dëgg. Si vous n'êtes pas content, vous venez ici. Si en tant que membre du bureau, Ousmane Sonko ne sera pas président en 2029. Oui. Bassirou Diomaye Faye a lancé son propre parti politique. Il est environ 12h47 ce 7 juillet. L'air est lourd, chargé d'une tension presque palpable. Dans une immense salle du centre de Dakar, des milliers de délégués venus de tout le pays se sont massés depuis l'aube. Certains ont voyagé toute la nuit depuis Ziguinchor, depuis Tambacounda, depuis Saint-Louis, simplement pour être présents à ce qui, sur le papier, n'est qu'un vote de congrès. Une formalité administrative. Personne, à cet instant précis, n'imagine encore l'ampleur de ce qui va se jouer. Les rangs se sont serrés. Les drapeaux du parti flottent au-dessus des têtes. Il y a dans cette salle une ferveur qui rappelle, à s'y méprendre, les grands meetings de la campagne de 2024, ceux où l'espoir d'un pays entier semblait se cristalliser dans une poignée de slogans scandés à plein poumon. On sent dans les regards, dans les postures, dans cette manière de se tenir debout, même quand on pourrait s'asseoir, que ce moment dépasse largement le cadre d'une simple élection interne. Sur l'estrade, les responsables du parti s'activent, les micros sont testés, les documents s'échangent de main en main, les regards se croisent, graves, concentrés. Puis, le silence tombe. Un silence brutal, presque religieux, comme si toute une salle retenait son souffle en même temps. Le nom d'Ousmane Sonko est prononcé. Une seconde à peine, suspendue, presque irréelle. Et puis les chiffres tombent. Un score écrasant. Une majorité massive de délégués, venus de tous les horizons du pays, sans fracture visible, sans dissidence organisée, pas la moindre voix discordante enregistrée dans les travées. Sonko vient d'être reconduit à la tête de PASTEF pour 6 années supplémentaires. C'est un déferlement. La salle explose littéralement. Les cris fusorent de tous les côtés, les mains se lèvent, les drapeaux s'agitent avec une intensité redoublée. Des militants s'embrassent, d'autres pleurent, certains restent simplement debout, immobiles, comme frappés par la puissance symbolique de l'instant. Pour beaucoup d'entre eux, présents ici, ce n'est pas simplement un homme qui vient d'être reconduit à la tête d'un parti. C'est une promesse qui se réaffirme, une flamme qui refuse de s'éteindre, celle qui les avait portés, 2 ans plus tôt, jusque dans les rues, jusque sur les places, jusqu'à cette victoire historique de mars 2024 que plus personne, à l'époque, ne croyait possible. Il y a dans cette liesse quelque chose de plus profond qu'une simple célébration. Ceux qui ont battu le pavé, ceux qui ont risqué leur liberté, parfois davantage, pour porter cette alternance politique, retrouvent dans cet instant précis la ferveur intacte des premiers jours. Ce n'est pas un hasard si les larmes coulent. Ce n'est pas un hasard si les embrassades se multiplient. Ce moment leur appartient. Il leur dit, sans détour, sans ambiguïté, que la légitimité du mouvement, celle qui est née dans la rue, dans les quartiers populaires, dans les marchés et sur les bancs des universités, continue de résider entre les mains d'un seul homme. Et cet homme, en cet instant précis, ce n'est pas celui qui siège au palais présidentiel. Pendant de longues minutes, la clameur ne faiblit pas. On scande son nom, on brandit des pancartes préparées à l'avance, comme si cette victoire ne faisait aucun doute pour personne. Des chants reprennent, portés par des dizaines, puis des centaines de voix, jusqu'à saturer l'espace sonore de la salle. Dehors, sur les trottoirs, la nouvelle se propage à une vitesse fulgurante. Les téléphones s'allument, les messages circulent, les groupes de discussion s'enflamment. En quelques minutes à peine, tout Dakar est informé. Puis, très vite, tout le Sénégal. Mais à des kilomètres et à-delà, dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, l'ambiance est d'une toute autre nature. Aucune agitation, aucun bruit de foule. Juste ce silence particulier, celui des lieux de pouvoir où chaque geste est pesé, où chaque mot est mesuré avant d'être prononcé. Aucune déclaration officielle n'est publiée dans l'heure qui suit. Aucune réaction immédiate ne filtre. Ce silence, loin d'être anodin, devient en lui-même une forme de langage. Il en dit parfois plus long que n'importe quel communiqué, que n'importe quel discours soigneusement rédigé par des conseillers en communication. Car dans ce contraste saisissant, entre l'explosion de joie populaire d'un côté et le mutisme prudent du sommet de l'État de l'autre, se joue quelque chose de bien plus vaste que la simple reconduction d'un homme à la tête d'un parti. Tout observateur un tant soit peu attentif comprend, à cet instant précis, qu'il existe désormais 2 centres de gravité au sommet du pouvoir sénégalais. 2 hommes forts, 2 légitimités qui en apparence avancent encore côte à côte, mais qui dans les faits semblent tirer chacune vers sa propre direction. Dans les jours qui suivent cette scène, les analystes politiques s'emparent du sujet avec une intensité qui ne faiblit pas. Sur les plateaux de télévision, dans les colonnes des journaux, sur les réseaux sociaux, où l'information circule désormais plus vite que n'importe quel média traditionnel, une seule question revient sans cesse, sous des formulations diverses, mais toujours avec la même urgence sous-jacente. Comment un pays peut-il fonctionner durablement lorsque 2 légitimités concurrentes cohabitent au sommet de son appareil d'État? Comment concilier la légitimité des urnes, incarnée par le président élu, avec la légitimité de la rue, incarnée par celui que des millions de Sénégalais considèrent encore comme le véritable artisan de leur victoire? Certains, dans l'entourage présidentiel, tentent de minimiser la portée de l'événement. Ce n'est, disait-il, qu'une élection interne à un parti, rien de plus.
Un non-événement institutionnel, une affaire purement partisane qui ne devrait en rien affecter la marche des institutions de la République. Mais cette lecture peine à convaincre au-delà d'un cercle restreint. Car dans les marchés de Dakar, dans les taxis collectifs qui sillonnent la capitale, dans les cours des maisons où l'on commente l'actualité autour d'un thé, c'est une toute autre interprétation qui domine. Celle d'un basculement, celle d'un tournant, celle d'un signal envoyé, à peine voilé, mais parfaitement lisible pour qui sait décoder le langage politique sénégalais, un signal adressé directement au président lui-même. Ce jour-là, dans cette salle noire de monde, sous les cris et les chants, quelque chose s'est cristallisé qui ne pourra plus être ignoré. La question qui, jusque-là, circulait à voix basse dans les cercles d'initiés, se retrouve désormais posée en pleine lumière, devant les caméras, devant l'opinion publique tout entière, entre l'homme du palais et l'homme du parti. Lequel des deux gouverne réellement le Sénégal ? Et c'est peut-être cela, plus que n'importe quel chiffre ou n'importe quel score électoral, qui restera de cette journée du 7 juillet. Non pas la reconduction d'un homme à la tête d'une formation politique, mais la révélation, au grand jour, d'une fracture que beaucoup pressentaient depuis des mois sans oser la nommer. Un pays ne peut pas indéfiniment fonctionner avec deux légitimités qui avancent chacune de leur côté. Tôt ou tard, quelque chose devra céder. Et ce jour-là, dans cette salle en liesse, face à ce silence présidentiel qui n'en finissait pas de peser, tout le monde, sans avoir besoin de se le dire à voix haute, a compris que l'heure de ce choix se rapprochait inexorablement pour tout un pays suspendu à l'issue de ce duel silencieux. La suite, le silence qui se brise. Il faut attendre le lendemain, en fin de matinée, pour que le palais sorte enfin de son mutisme. Pas de conférence de presse. Pas de communiqué solennel affiché sur le perron présidentiel. Juste quelques mots glissés par un proche du chef de l'État à un journaliste, presque en passant, comme pour tester la température de l'opinion avant d'aller plus loin. Le président se réjouit, comme tous les militants, de la vitalité démocratique de notre mouvement. Une phrase lisse, calibrée, qui ne dit rien et qui, précisément parce qu'elle ne dit rien, en dit énormément. Dans les rédactions dakaroises, cette prudence est immédiatement décortiquée. Pourquoi un tel silence, si long, sur un événement pourtant salué comme un triomphe par l'ensemble de l'appareil du parti ? Pourquoi cette absence de félicitations personnelles, chaleureuses, entre deux hommes censés incarner ensemble le même projet de rupture ? Les éditorialistes s'interrogent, les analystes s'affrontent sur les plateaux, et la thèse de la fracture, jusque-là murmurée, commence à s'imposer ouvertement dans le débat public. Pendant ce temps, dans les quartiers populaires de Dakar, à Pikiné, à Guédiawaye, à la Médina, l'ambiance reste à la célébration. On refait les affiches, on organise des caravanes improvisées, on brandit le nom de Sonko à chaque coin de rue. Mais dans ces mêmes quartiers, une autre conversation s'installe, plus feutrée, plus grave, celle de savoir jusqu'où ira cette tension. Certains militants, les plus fidèles à la première heure, commencent à évoquer ouvertement l'hypothèse d'une rupture consommée entre les deux hommes. D'autres, plus prudents, appellent au calme, rappelant que la coalition qui a porté le pays à l'alternance ne peut se permettre de s'effondrer sous le poids de ses propres divisions internes. Puis, 3 jours plus tard, un nouveau signal vient rebattre les cartes. Une rumeur, d'abord discrète, puis relayée de plus en plus largement, évoque une réunion à huis clos entre les deux hommes, dans le bureau présidentiel, tard dans la soirée. Aucune image, aucun compte rendu officiel. Seulement des bribes, des indiscrétions, des sources anonymes qui parlent d'un échange tendu, mais sans rupture définitive. Le communiqué qui suit cette rencontre est, une fois encore, d'une prudence extrême. Les deux responsables ont réaffirmé leur engagement commun au service du peuple sénégalais. Une formule diplomatique presque convenue, qui ne fait qu'attiser un peu plus la curiosité et les spéculations. C'est dans ce climat suspendu, entre apaisement de façade et fracture non résolue, que le pays continue d'avancer, comme funambule sur un fil de plus en plus tendu. Chacun sait désormais que la question posée dans cette salle noire de monde n'a pas trouvé de réponse. Elle continue de planer, silencieuse, au-dessus des institutions sénégalaises, et personne à ce stade n'est en mesure de dire qui, du palais ou du parti, finira par l'emporter. Une semaine s'est écoulée depuis cette nuit de huis clos au palais, et le silence institutionnel commence à peser lourdement sur l'opinion. C'est dans ce vide que prospèrent les rumeurs les plus insistantes, et l'une d'entre elles, désormais, domine toutes les conversations. Celle d'une dissolution prochaine de l'Assemblée nationale. Rien d'officiel bien sûr, mais des sources, présentées comme proches de l'exécutif, laissent entendre que l'option est sérieusement étudiée dans les cercles restreints du pouvoir. L'idée séduirait une partie de l'entourage présidentiel, lassé de voir le parti majoritaire à l'Assemblée peser aussi lourdement sur l'agenda législatif, sur le vote du budget, sur chaque réforme portée par le gouvernement. Reprendre la main, disent certains conseillers, redonner au président les coups des franches qu'il n'a jamais vraiment eu depuis son investiture. Mais cette perspective à peine évoquée déclenche une onde de choc dans les rangs du parti de Sonko. Les figures les plus proches du président du parti multiplient les mises en garde, publiques et à peine voilées. On rappelle, sur tous les tons, que les 90 jours de transition électorale imposés par la Constitution laisseraient les députés sortants en poste, salariés, pleinement légitimes, pendant toute la campagne. Et que c'est précisément le camp de Sonko qui, aujourd'hui, tient la rue, les meetings, les quartiers populaires. Dissoudre reviendrait, selon cette lecture, à offrir sur un plateau une nouvelle victoire électorale à celui-là même que l'on chercherait à affaiblir. Dans les chancelleries étrangères, l'inquiétude commence également à poindre. Plusieurs diplomates en poste à Dakar évoquent, dans des échanges discrets, la crainte d'une instabilité institutionnelle prolongée dans un pays longtemps présenté comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Cette réputation, patiemment construite depuis des décennies, pourrait se fissurer si la crise venait à s'installer dans la durée. Pendant ce temps, sur le terrain, la population sénégalaise, elle, continue de vivre son quotidien. Entre préoccupations économiques immédiates et lassitude grandissante face à ce qui ressemble, de plus en plus, à une guerre de tranchées entre deux hommes qui devaient, ensemble, incarner la promesse d'un pays nouveau.
Et c'est peut-être là, dans cette fatigue silencieuse du peuple, que se joue la vraie bataille. Celle de savoir combien de temps encore le Sénégal pourra supporter cette fracture au sommet, sans que ne se brise, avec elle, l'espoir né en mars 2024.